Bien, chers amis, nous reprenons le cours de nos réflexions. Nous reprenons donc le cours de nos réflexions. Je suis content d'accueillir le professeur Martinez-Gros. J'avais présenté son livre, synthèse remarquable, ça s'appelle Brève histoire des empires, dans Royaliste à la rentrée. J'avais fait 2 petites pages trop brèves pour dire toutes les réflexions que m'inspirait ce livre. Et puis, d'autre part, nos adhérents ont reçu copie d'un article que le professeur Martinez-Gros a fait dans la revue L'Histoire et qui porte sur le djihadisme, sujet d'actualité, mais sujet qu'on peut justement replacer dans l'histoire longue, dans la théorie des empires, comme je pense vous allez nous le dire dans quelques instants. Voilà, donc je vous passe la parole. Ensuite, nous engagerons le débat avec vous. Merci, monsieur Renouvin. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Et donc, effectivement, on va parler de ce livre, mais je vais avoir du mal à en parler parce que je pensais que la plupart d'entre vous l'ignoraient complètement, ce livre, et je m'aperçois que plusieurs l'ont déjà et l'ont déjà lu. Donc, voilà, le livre, en fait, c'est une brève histoire du monde, hein, comme son nom l'indique. Une histoire des grands empires du monde qui est vue simplement, sans quoi ce serait ridicule, qui est vue à travers une théorie, qui est vue à travers l'application possible ou pas, la pertinence ou pas d'une théorie qui est celle d'Ibn Khaldoun. Sans doute certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Ibn Khaldoun. C'est probablement, ça ne fait pas trop de problème, hein. C'est probablement le plus grand historien de l'islam, même si certains ne lui reconnaissent ce titre qu'à contre-cœur. Il faut dire que Ibn Khaldoun, dont je suis un dévot, hein, je vous le dis tout de suite, il a eu quelques dévots, surtout à l'époque coloniale. Il en a moins aujourd'hui, mais il y a un courant il y a un courant neuf d'intérêt pour sa pensée, pour sa théorie, dont nous allons parler. Mais en gros, il s'est heurté à 2 puissantes corporations. D'abord, la première, c'est la corporation des historiens. C'est embêtant pour un historien de se heurter à la corporation des historiens, parce que tout l'emploi des historiens modernes, j'entends, hein, du XXe siècle, et surtout de la fin du XXe siècle, a consisté consiste en général, c'est vrai, hein, à mettre en valeur l'originalité, la singularité d'une situation. Hein. C'est pour ça que nous sommes historiens, c'est parce que nous aimons la singularité des choses, c'est vrai, des situations, et donc les historiens, a priori, détestent les théories. Et donc, parce que le but des théories est exactement le contraire. Non pas de souligner la singularité des situations, mais au contraire d'établir des structures aussi universelles que possible, d'établir des comparaisons, de jeter des ponts. Or, presque par définition, et même si dans la pratique de leur métier ils sont bien obligés d'en venir à des comparaison sans quoi ils n'y comprendraient rien, les historiens aiment à souligner la singularité de la position et de la situation qu'ils analysent. Et donc, en gros, le théoricien Ibn Khaldoun ne plaît pas aux historiens qui ne sont pas des théoriciens pour la plupart. En outre, à l'inverse du slogan de la mondialisation, en fait, dans la pratique depuis quelques dizaines d'années, et pour de pures et simples raisons de démographie universitaire, l'histoire a accentué la fermeture de chaque recherche sur un champ très très étroitement limité, et les spécialistes deviennent, à cause même de leur nombre, hein, on s'écrase comme dans le métro, deviennent de plus en plus hargneux dès que vous empiétez sur leur domaine, et d'autant plus qu'ils ignorent désormais à peu près totalement, parce qu'ils n'en ont plus besoin, ce qui se fait au-delà de leur proche banlieue, en fait. Ils ne travaillent qu'avec un cercle relativement étroit de gens, et qui eux-mêmes ne travaillent que sur un objet très 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 limité. Tout historien vous dira aujourd'hui que la thèse de Braudel sur la Méditerranée au temps de Philippe II est impossible à faire. Je veux dire, il serait impossible de faire aujourd'hui une telle thèse qui a été soutenue, je vous le rappelle, au début des années 50, hein, voilà, c'est ça. Donc impossible d'imaginer la Méditerranée au temps de Philippe II, mais le plus étrange, c'est que beaucoup s'en réjouissent.
Elles se réjouissent du fait que, bon, heureusement, maintenant, il n'y a plus moyen d'écrire des thèses aussi scandaleuses que la Méditerranée au temps de Philippe II. Alors, ce n'est pas mon cas, et très discrètement, ce livre est un hommage à ceux qui ont vu large, c'est-à-dire à des gens comme Braudel, et une réaction contre le souci d'assigner aussi Ibn Khaldoun, qui est un génie universel, enfin qui est un penseur universel, vous allez voir, de lui assigner une pertinence exclusivement maghrébine, comme on le fait très très souvent, y compris dans le petit cercle des études islamiques. Quand vous voulez appliquer Ibn Khaldoun à l'histoire de la Syrie ou de l'Irak, on va dire non, mais non, Ibn Khaldoun c'est bon pour le Maghreb. Allez, retournez au Maghreb. Là, on va voir, allez voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Alors l'autre grand cercle, des opposants, des contempteurs d'Ibn Khaldoun, ce sont les intellectuels arabes engagés. Qui le critiquent pour la collaboration bien involontaire, bien sûr, que son œuvre a apporté à la vision coloniale du monde islamique, et même du monde en général. En gros, Ibn Khaldoun n'avait pas l'agrément du tiers-mondisme qui était dominant voici quelques décennies dans le discours public du monde musulman, et il a encore moins l'agrément aujourd'hui de l'islamisme qui est régnant. Et c'est vrai qu'il a été découvert par l'Europe au XIXe siècle et que l'Europe, on va dire bientôt coloniale, en fait il a été traduit, par exemple les 2 derniers tomes de son œuvre universelle, de sa chronique universelle, de son histoire universelle, ont été traduits par le baron de Slan, qui était l'interprète général de l'armée française en Algérie, et donc il a été traduit à l'occasion, en français d'abord, la première des langues européennes dans laquelle il a été traduit, il a été traduit à l'occasion de la conquête de l'Algérie, c'est vrai, donc dans un monde presque colonial ou déjà colonial. Mais ce qui est frappant, c'est que la théorie d'Ibn Khaldoun a rencontré dans ces milieux qui s'efforçaient d'analyser, de construire une histoire du monde en même temps qu'il construisait la domination européenne sur le monde, a rencontré un succès extraordinaire. Ibn Khaldoun a été encensé à la fois par Toynbee, qui en faisait le plus grand historien jamais produit par la Terre, je veux dire par toutes les civilisations confondues, qui était donc plus haut que Machiavel, plus haut que Thucydide, plus haut qu'Hérodote, etc. Bon. Et aussi par Braudel, qui l'a bien connu parce que Braudel a commencé sa carrière comme professeur au lycée d'Alger, comme vous le savez peut-être. Et au lycée d'Alger, il était pratiquement impossible d'ignorer Ibn Khaldoun. Enfin, il était partout dans la pensée et dans l'œuvre coloniale, dans l'explication en particulier de ce qu'on croyait comprendre de l'histoire de l'Algérie, du Maghreb en particulier. Voilà, donc une théorie qui était vue comme une explication indépassable des sociétés islamiques, des empires orientaux, entre guillemets, et donc une part majeure de l'histoire humaine. Voilà. 2 mots sur Ibn Khaldoun. Il est né à Tunis, d'une très vieille famille arabe, andalouse, établie à Séville à la conquête musulmane du 8e siècle, lorsque les Arabes ont conquis l'Espagne. Famille chassée 5 siècles plus tard, quelque chose comme ça, oui, 500 ans plus tard, par la reconquête chrétienne de la ville de Séville, en 1248. Et il appartient à ce milieu andalou, lui il naît bien après, il naît à Tunis, en 1332, donc ses ancêtres ont quitté l'Andalouse depuis presque un siècle, mais il appartient à un milieu andalou, il naît à Tunis, dans un milieu totalement andalou, qui domine l'administration civile des cours berbères du Maghreb, entre le XIIIe et le XVIe siècle au moins. Et ce qui est intéressant dans ce fait, il appartient à un milieu andalou à Tunis, c'est qu'il profite d'emblée, dans sa vie, de la division ethnique des fonctions, qui structure les États islamiques médiévaux en général. Au Maghreb, au Maghreb de son temps, l'application de cette règle universelle réserve en gros les fonctions de guerre et les fonctions de souveraineté aux ethnies et aux dynasties berbères ou aux tribus arabes mercenaires qui les servent, et les fonctions civiles, les fonctions de la plume, comme Ibn Khaldoun dit dans sa Muqaddimah, dans son livre, les fonctions civiles pointent de la pyramide productive de la société et sont réservées aux Andalous. Les Andalous sont les intellectuels, ce sont ceux qui écrivent, tout simplement, au Maghreb, descendants en général des grandes familles de la péninsule, exilées au Maghreb. Or, c'est précisément cette division
entre les fonctions violentes et souveraines de l'État, d'une part, et les fonctions productives, y compris de la production intellectuelle, bien entendu, d'autre part. C'est cette division des fonctions qui nourrit la grande théorie d'Ibn Khaldoun à laquelle maintenant il nous faut venir. Alors ce qu'on en retient en général quand on a quelques notions d'Ibn Khaldoun, c'est la vague opposition des bédouins, qu'on traduit spontanément et mentalement en français par nomades. Bédouins, nomades, c'est à peu près pareil, hein, et des sédentaires, dont on croit comprendre, non moins spontanément en français, qu'il s'agit de paysans. Et on déduit que Ibn Khaldoun est une sorte d'historien du désert et de ses confins, ce désert qui occupe le cœur en effet de l'islam, la diagonale aride de l'ancien monde, comme on disait autrefois en géographie, et où s'opposent effectivement, depuis la fin du néolithique ou depuis les premiers millénaires de l'histoire, les éleveurs et les agriculteurs, en quelque sorte les bédouins et les sédentaires. Hein. Eh bien non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Hein. Pas du tout, même si en effet Ibn Khaldoun a repris ces termes, qui semblent nous parler, mais les prendre au pied de la lettre serait une erreur. La première surprise de taille quand il s'agit d'Ibn Khaldoun et d'une théorie du XIVe siècle, il naît en 1332 et il va mourir au Caire en 1406. La première surprise de taille, c'est qu'Ibn Khaldoun part de réalités économiques. C'est indiscutablement une forme d'économiste. La question qui est au cœur de l'histoire selon Ibn Khaldoun, s'il est permis de la traduire en 2 mots, c'est comment créer de la richesse. Dans des sociétés agraires qui sont établies depuis la fin du néolithique précisément, et dont les progrès spontanés, si j'ose dire, sont à peu près nuls à vue humaine. Rappelons par exemple qu'entre le début de notre ère et l'an 1000, la population et donc probablement la richesse mondiale n'ont pas du tout progressé. Vous avez la même, d'après les spécialistes de démographie historique, la même population au début de l'ère chrétienne, vers l'an 0 de notre ère, au 1er siècle on va dire, et en l'an 1000. Il y a une baisse au milieu, une remontée vers la fin du millénaire, mais au total, à la fin du millénaire, vers l'an 1000, vous atteignez la même population qu'à l'époque du Christ. Je parle de la population mondiale, pas seulement de la population du bassin méditerranéen. Et donc, probablement, si la population, comme on peut le penser, traduit la richesse, il n'y a pas du tout d'augmentation de richesse. Pendant tout le premier millénaire, pendant 1000 ans. Donc, alors, comment créer de la richesse ? Créer de la richesse suppose de la rassembler artificiellement par un mécanisme de coercition, à savoir l'impôt. On nomme État l'auteur et le bénéficiaire de ce prélèvement forcé, qu'est l'impôt. Et le rassemblement de cette ressource crée la ville, qui est donc nécessairement chez Ibn Khaldoun une capitale. Il dit la ville, mais en fait, il pense capitale, puisque cette ville est créée par l'impôt, c'est l'accumulation d'hommes et de ressources que crée la centralisation de l'impôt au profit de l'État. Et là, dans la ville, l'abondance des biens, l'abondance des hommes, permet la division du travail, c'est ça le mot décisif, il n'a pas le mot gain de productivité, mais il explique la division du travail, la spécialisation des métiers. Et pour finir, cette spécialisation des métiers, cette division du travail autorise les seules innovations, les seuls gains de productivité, comme nous dirions en effet aujourd'hui, les seuls gains de productivité possibles dans une société agraire qui les ignore pratiquement, complètement. Mais ce processus, donc, qui accroît la richesse, qui multiplie le nombre des hommes, ce processus de spécialisation des fonctions est forcé. C'est très essentiel. Il suppose le désarmement total des sujets. Le désarmement total des sujets sur lesquels pèse l'impôt. Parce que s'ils étaient armés, explique-t-il, les hommes, les populations, refuseraient de payer l'impôt. Les avancées de la civilisation exigent donc l'inégalité, et même la tyrannie. On est proche de Hobbes, proche du milieu du XVIIe siècle. Alors Ibn Khaldoun nomme sédentaire ce monde densément peuplé, hautement productif, mais désarmé, soumis à l'impôt, et surtout dépourvu de solidarité, des solidarités qui sont aussi dangereuses pour le pouvoir que des armes, et donc les solidarités que le pouvoir s'efforce de briser. Ibn Khaldoun le dit très explicitement, il est dans la logique du pouvoir d'encourager la lâcheté parmi ses sujets, c'est dit, c'est clair, y compris par le biais de l'enseignement d'ailleurs, une forme absolument essentielle de maîtrise des corps,
Hein, vous obligez des gens à vous écouter. Hein, c'est très très essentiel, dit-il. Hein, bon. Voilà. Hein, et donc les avancées de la civilisation exigent le bris des solidarités, la fracture des solidarités. Mais le problème, c'est que l'État, lui, a besoin d'armes et d'un peu de violence. D'abord pour intimider son troupeau producteur, parce qu'il faut tout de même que le troupeau producteur paye l'impôt, et surtout pour protéger ce troupeau producteur désarmé contre les prédateurs environnants. Mais où l'État peut-il trouver cette violence qu'il interdit à ses sujets? Faute de la trouver chez ses sujets, l'État va chercher la violence dont il a besoin dans les périphéries tribales qui lui échappent, où l'homme est rare, où l'homme est pauvre, mais où il est libre, armé et surtout solidaire de sa famille, solidaire de son clan, solidaire de sa tribu, parce que c'est de ces solidarités que dépendent sa sécurité, sa survie dans la disette, dans la maladie, dans le veuvage. Puisqu'il n'y a pas d'État qui assure précisément tout cela, il faut qu'il y ait des solidarités qui assurent l'essentiel de cela. Et donc ce monde est tout différent. Hein. Et il faut expliquer que le monde, évidemment, d'Ibn Khaldoun, à la différence d'une autre, hein, ce sera une différence qu'on soulignera, est constitué de quelques clairières, importantes clairières, sédentaires, hein, au sens où il l'entend, c'est-à-dire de populations denses, nombreuses, relativement riches, relativement prospères, désarmées et contrôlées par des pouvoirs d'État, mais ce sont des clairières, hein, dans une assez vaste forêt, donc dans d'assez vastes solitudes, peuplées de tribus, ignorantes de l'État, ignorantes de l'impôt, ignorantes de leur processus de civilisation, tribus qui ont gardé bien sûr toute la violence naturelle de l'humanité, dit Ibn Khaldoun, hein, c'est lui qui parle, bien entendu, toute la solidarité, bien sûr, des conditions de la pénurie que les populations sédentaires ont perdues, bien sûr, et ces tribus regardent évidemment avec convoitise la richesse des villes et des terroirs nourriciers désarmés. Et donc c'est de ces régions limitrophes et sauvages. Sauvages, c'est aussi d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun les nomme bédouines, ces régions, c'est ça les bédouins. Hein. C'est le monde des tribus, en fait, par opposition au monde de l'État, que l'État extrait la violence dont il a besoin pour s'imposer auprès des siens ou se prémunir contre les autres tribus. Cette extraction prend le plus souvent l'aspect d'un enrôlement de mercenaires, hein, tout simplement. C'est d'ailleurs le métier d'Ibn Khaldoun au Maghreb, quand il était au service des dynasties berbères. Il allait acheter de la violence arabe, si j'ose dire, hein, des tribus arabes. Il allait acheter des mercenaires arabes dans les tribus arabes environnantes. Donc cette extraction, c'est souvent le fait d'un enrôlement de mercenaires. Là, ça se passe bien, hein, pour l'État en tout cas, mais c'est quelquefois aussi le fait d'une invasion. Et ça revient au même, dit Ibn Khaldoun. Que les mercenaires arrivent volontairement ou involontairement, enfin que l'État ne les attende pas, mais qu'ils s'emparent de l'État, de toute façon, ils renouvellent les réserves de violence dont l'État a besoin, hein, pour fonctionner. Donc peu importe les invasions. Bon, il explique les invasions, mais c'est pas le plus important. Souvent, d'ailleurs, le long commerce d'un État avec les tribus clientes favorise dans ces tribus la montée d'une aristocratie, puis d'un chef, qui va mener l'invasion. Et il explique ainsi d'ailleurs les invasions arabes. Il explique que les invasions arabes ont été préparées par le commerce que les Arabes pratiquaient avec les deux grands empires qu'ils ont finalement envahis. Et que en particulier les Omeyyades, la grande famille qui va constituer la première dynastie califale, a constitué son instrument de domination d'abord sur les Arabes avant de le lancer sur les Perses et sur les Romains. Cette famille, ce clan, a constitué son instrument de domination dans le commerce et dans la relation avec les empires. Hein. Ce sont les empires qui en général sollicitent leurs propres invasions ou leurs propres envahisseurs. Donc voilà, en bref, sédentaires et bédouins sont évidemment également nécessaires à l'État, les uns exerçant les fonctions de production, les autres exerçant les fonctions de violence. Et en fait, la division du monde, selon Ibn Khaldoun, en bédouins et sédentaires, est une projection de sa division de l'État. C'est à partir de la pensée de l'État, hein,
c'est-à-dire de la division des fonctions sédentaires et des fonctions bédouines, qu'Ibn Khaldoun projette l'État sur le monde et dit il y a dans le monde des bédouins et des sédentaires. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que, première conséquence, ce sont des noyaux ethniques, tribaux, totalement étrangers à la masse de la population, qui assurent dans le monde sédentaire les fonctions de violence. Et qui sont, par conséquent, naturellement appelés à exercer aussi les fonctions de pouvoir. Le pouvoir. Par définition, nous dit Ibn Khaldoun, tout pouvoir d'État. Tout pouvoir d'État. Alors ça, c'est un des grands théorèmes de la théorie. Tout pouvoir d'État est étranger. Étranger aux masses productrices qu'il domine et qu'il protège. C'est la tribu et non la civilisation qui crée l'État et donc qui crée l'histoire. Très curieusement, c'est dans le monde sans histoire des tribus que naît l'histoire, c'est-à-dire que naît la dynastie qui va s'imposer, puisque les dynasties s'imposent en général par la force, bien sûr, et que la force, elle vient du monde des tribus. Mais cette énergie fondamentale, qui est la violence des tribus, cette énergie fondamentale, le sens primitif de l'honneur, l'irascibilité naturelle, il dit heureusement que les hommes sont irascibles. C'est ce qui fait avancer la civilisation, parce que c'est ce qui permet à des tribus de s'emparer du pouvoir, de constituer des États, de fonder des civilisations. Cette irascibilité naturelle, ou ce sens primitif de l'honneur des tribus, reste confiné dans d'étroites limites d'efficacité, hors de l'État, tant que un État ne divise pas cette violence naturelle à l'humanité en pure violence d'une part, c'est-à-dire en fonction de violence d'une part, et en fonction de production de l'autre, car la production, les activités de production, ne sont que la métabolisation des fonctions de violence, dit Ibn Khaldoun. Au bout d'un certain nombre de générations, les violents deviennent moi. Ibn Khaldoun. C'est-à-dire que mes ancêtres sont sortis du désert d'Arabie avec leur petit cimetière et sans rien savoir, et 5 siècles plus tard, qu'est-ce que je dis, 7 siècles plus tard, ils donnent un intellectuel comme moi, qui suis incapable de manier un sabre, mais qui manie très bien la plume et la pensée. Voilà. Donc les commentateurs d'Ibn Khaldoun ont souvent compris que les sédentaires relevaient de la culture et non pas de la nature, ça c'est sûr, mais il est tout aussi crucial de comprendre que les bédouins ne relèvent pas davantage de l'état de nature, mais de la violence qui est la part manquante de la violence des sédentaires. Les bédouins sont violents parce que les sédentaires ne le sont pas. Ils sont en charge des fonctions de violence, en fait, et en particulier dans l'État. Une part qu'ils ont reçue en propre dans la division des tâches, en quelque sorte, cette part de violence. Les tribus d'Ibn Khaldoun ne ressemblent donc pas à celles dont les anthropologues nous entretiennent. Il est inutile d'essayer de chercher le modèle de la tribu d'Ibn Khaldoun chez Lévi-Strauss, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, évidemment. Ibn Khaldoun prend la tribu là où Lévi-Strauss l'abandonne, c'est-à-dire au seuil de la ville et au seuil du pouvoir. Ce qui intéresse Ibn Khaldoun, ce sont les tribus qui vont prendre le pouvoir. Donc des instruments de domination et des instruments de violence. Ibn Khaldoun n'est pas intéressé par le monde sauvage, en fait, il est intéressé par le monde violent, c'est-à-dire par la tribu au moment où elle prend en charge ses fonctions de violence. Voilà. C'est important, y compris aujourd'hui. Daesh est notre envers. C'est-à-dire que c'est l'autre face de notre monde. Les djihadistes sont violents parce que nous sommes pacifiques. Et pacifistes, d'ailleurs, en large part. Ils sont bédouins parce que nous sommes sédentaires, en un mot. Ou encore, c'est la non-violence qui appelle la violence. Ça, c'est... Ibn Khaldoun n'a pas besoin de le dire parce que dans son monde, c'est l'évidence. Mais il faut... Pour nous, c'est une réalité ravageuse. Absolument ravageuse. C'est pour ça que cette théorie, aujourd'hui, est aussi ravageuse. Elle est sans doute beaucoup plus ravageuse pour nous qu'elle ne l'était pour Ibn Khaldoun lui-même. Alors, ce monde bédouin, on le retrouve, bien sûr, on ne va pas... multiplier les exemples dans l'histoire de l'islam. Ce qui est intéressant, c'est que l'infinie faiblesse de la société sédentaire des sujets soumis prend sa revanche avec le temps. Et elle finit par s'imposer. De génération en génération, en effet, les descendants des guerriers qui ont conquis le monde sédentaire, qui ont fondé l'État, les solidarités de ces guerriers se dissolvent dans la société sédentaire. D'abord parce que à ces solidarités dans la société sédentaire se substituent justement les fonctions de l'État.
l'État a une armée, l'État a une police, l'État a une justice, l'État a des protections sociales. Et donc tout cela rend les solidarités tribales inutiles. Et dans la mesure où elles sont inutiles, elles disparaissent. Tout simplement. L'État tue la tribu, très très spontanément, puisqu'il offre, et en mieux en général, toutes les protections que la tribu offrait. Et donc la tribu meurt tout naturellement déjà dans le milieu de l'État, et surtout le chef de la tribu devenu roi reprend à son compte le mécanisme de désarmement de ses sujets, à commencer par le désarmement de sa propre tribu, bien entendu, qui est un obstacle à sa monarchie, au sens strict du terme, c'est-à-dire à son pouvoir personnel, au pouvoir d'un seul, c'est ce que veut dire monarchie. Il est surtout, la tribu est surtout un obstacle à la levée tranquille de l'impôt, car la tribu est armée. Or, tout État suppose de désarmer, y compris son propre appareil. Puisque toute arme, en quelque sorte, à l'intérieur de l'espace pacifié de l'État, dont la tâche essentielle est de lever l'impôt, est une provocation, tout simplement, est une difficulté. Donc voilà. En général, la lutte entre la monarchie et la tribu s'achève par la victoire de la monarchie, mais cette victoire de la monarchie la désarme en même temps, bien entendu, puisqu'elle se prive de sa propre tribu, de sa propre asabiyya, comme dit Ibn Khaldoun, de sa propre force militaire, et donc elle doit faire appel à des mercenaires, ce qui en général la ruine et la rend vulnérable, car les mercenaires sont moins efficaces, tout simplement, que ne l'est la tribu, et donc en général l'État est condamné quand il est triomphant. Dès qu'il triomphe, il est condamné. Pour le dire autrement, je passe vite, on reviendra si vous voulez sur ces points. Pour le dire autrement, il n'y a pas d'État aux yeux d'Ibn Khaldoun tant que n'est pas clairement établie la distinction. Et une distinction, il faut y insister, ethnique. Ethnique dans l'État entre les fonctions de violence dont sont chargés ceux qu'il appelle les bédouins et les fonctions de production dont sont chargés ceux qu'il appelle les sédentaires. Je dis bien une différence ethnique. Prenons un seul exemple, dans le Caire du XVe siècle, l'aristocratie militaire, qui est une aristocratie d'esclaves, soldats, qui assume les fonctions de violence dans l'État et la direction de l'État, le sultan en État, c'est une aristocratie de Mamelouks, qui sont originaires de l'Asie centrale ou du Caucase, et tout à fait étrangers à la population égyptienne. Complètement étranger à la population égyptienne. Le fondateur de la dynastie Kalaoun, le quasi-fondateur, le deuxième sultan mamelouk à la fin du XIIIe siècle, Kalaoun ne parlait pas un mot d'arabe. Il n'en avait pas besoin. Il était dans la citadelle, il parlait turc avec ses hommes. Le turc était la langue de l'armée, mais il était incapable de descendre dans le Caire et de se débrouiller dans une boutique. Il avait besoin d'un traducteur. On ferait dire, il n'a pas besoin d'un traducteur, il suffisait de prendre ce qu'il voulait dans la boutique et puis c'est tout. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas tellement besoin de traducteur. Donc, voilà. Mais c'est caractéristique. Il faut une barrière ethnique pour que la division des fonctions soit très clairement établie. Autre exemple magnifique, parce que c'est celui qui a marché le mieux économiquement, car l'État, c'est d'abord une machine économique à faire de la richesse. C'est la division des Mandchous et des Chinois. La dynastie Mandchoue a mené la Chine probablement à son apogée à la fin du XVIIIe siècle, en tout cas, à son apogée économique, et probablement culturel d'ailleurs, en établissant une ségrégation totale entre la minorité mandchoue dominante et en charge des fonctions de violence et l'immense majorité des populations chinoises. Et ça a marché parce qu'il y avait, aurait dit Ibn Khaldoun, qui n'avait évidemment connu les Mandchous, ça a marché parce qu'il y avait une telle séparation. Alors c'est un système qui nous paraît étrange, qui a fonctionné, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre, non seulement dans l'histoire de l'islam, mais probablement dans l'histoire de la Chine, et qui n'a pas fonctionné dans l'histoire de l'Europe. Pas du tout. Alors, ça ne marche pas du tout dans l'histoire de l'Europe, qui est donc l'exception, en effet, relativement par rapport aux trois grands ensembles, enfin dans les trois grands ensembles. Alors,
J'ai essayé dans ce livre d'examiner les conditions de possibilité de pertinence de cette théorie. D'abord, il faut évidemment une énorme différence, une énorme dénivellation de richesse et de densité entre deux mondes juxtaposés, un monde de population dense et productive d'une part, ce qu'il appelle le monde sédentaire, et d'autre part le monde bédouin, ce qui n'émerge guère avant les premiers millénaires de l'histoire, le troisième, deuxième millénaire, avec ces foyers de peuplement très denses, déjà en Mésopotamie ou en Égypte, qui barbarisent les tribus voisines. Les tribus voisines deviennent des barbares, c'est-à-dire des gens qui convoitent évidemment les ressources et les richesses des noyaux denses, et qui se mettent, le cas échéant, à leur service. On a déjà, à l'époque d'Hammurabi, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on a déjà des engagements de tribus. Bon, on les appelle comme vous voulez, ce sont des tribus sémitiques, ça c'est sûr, arabes si vous voulez, enfin peu importe, par le pouvoir babylonien. Donc ça commence très tôt. Mais bon, il y a, je crois, une deuxième condition, c'est que la civilisation que les espaces productifs denses soient monopolisés par une seule autorité politique. C'est ça l'Empire, à proprement parler. La domination de la totalité des terres productives ne donne plus à l'Empire pour voisin que des barbares, et ça place l'Empire en situation de monopole de la richesse et de la civilisation, disons, de la fascination, ce qui lui permet d'abandonner aux barbares le monopole de la violence. Parce que les barbares ne sont plus si dangereux dans la mesure où l'Empire est le modèle absolu, la fascination absolue de la civilisation. L'Empire n'est plus menacé dans son art de vivre par les barbares, et en effet, il ne l'est généralement pas. Ni l'Empire romain, ni l'Empire chinois n'ont été réellement menacés par, l'agression idéologique des barbares. Il n'y a pas d'agression idéologique des barbares, il y a une agression militaire, mais pas d'agression idéologique. Aussitôt qu'ils sont dans l'Empire, les barbares en adoptent les usages, parce que ces usages le fascinent complètement. S'il n'y a qu'un empire, c'est bon, l'échange peut se faire entre la violence des barbares et la richesse et la civilisation de l'Empire. S'il y a plusieurs modèles, alors l'un des modèles au moins est en danger. S'il y a deux modèles, l'un des modèles au moins est en danger, parce que les barbares vont adopter l'un des deux modèles, et pas l'autre. Et l'autre sera en danger. Donc, la situation impériale ne vaut que lorsqu'il y a, dans l'horizon d'un empire, lorsqu'il y a une sorte de monopole de l'Empire, ce qui est le cas de l'Empire romain, ce qui est le cas de l'Empire chinois à partir des Han. À partir de là, vous êtes dans des empires, même déjà avec l'Empire hellénistique, les héritiers d'Alexandre le Grand pris ensemble, et avec l'Empire achéménide, c'est-à-dire le grand empire perse dont parle Échille, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'au total, la théorie d'Ibn Khaldoun décrit bien une part très importante de l'histoire humaine. Je fais à peu près le calcul, ça représente à peu près constamment, entre le début de l'ère chrétienne et nos jours, entre 30 et 50% de la population mondiale qui vivent en situation impériale. Donc c'est énorme, même si l'Europe n'y est jamais, c'est vrai, à cause de ça. De plusieurs choses, du fait que l'État ne s'y est pas imposé, que l'impôt y a disparu au VIe siècle, que les regnats, c'est-à-dire les royaumes, sont toujours restés indépendants les uns des autres, et qu'il n'y a pas eu moyen de rétablir l'Empire, même si l'ambition en a toujours été présente tout au long du Moyen-Âge. Mais il faut attendre le XIVe siècle avant que l'impôt commence à se rétablir, et c'est à partir de là seulement que l'impôt d'État, commence à s'instituer, et c'est là seulement que vous pouvez commencer à parler vaguement de situation khaldounienne. En fait, l'Europe du XVIIe et du XVIIIe siècle présente des signes de situation khaldounienne.
quand Marco Polo considère la Chine mongole et qu'il s'étonne que tant de Chinois aient succombé devant si peu de Mongols, il attribue à l'aversion des Chinois pour la guerre et pour les armes, et il a raison, mais il n'énonce qu'un cas particulier d'un phénomène impérial plus général, c'est-à-dire cette division extraordinaire des fonctions entre les fonctions de production et les fonctions de violence. Cette théorie explique évidemment comment d'infimes minorités, les Arabes dans les invasions arabes, les Mongols dans les invasions mongoles, peuvent l'emporter sur d'immenses majorités, évidemment. C'est tout simple. Ces immenses majorités sont désarmées. C'est beaucoup plus facile à combattre, les gens désarmés, finalement. Dans le fond. On ne le dit jamais assez, finalement. Et ils sont désarmés par l'État, tout simplement. C'est-à-dire ce sont les structures d'État qui désarment. Ça explique pourquoi l'Andalouse a été reconquise. Il y avait probablement 3 à 4 fois plus d'habitants en Al-Andalus que dans le nord chrétien de la péninsule, à la fin du XIe siècle, lorsque les premières opérations militaires de la reconquête se produisent. Mais Al-Andalus vivait dans un monde sédentaire, c'est-à-dire totalement désarmé, avec des armées de métier, etc. Et de l'autre côté, vous aviez une formation beaucoup plus fruste, bien sûr, et qui était militairement beaucoup mieux armée, et qui l'a emporté. Du côté chrétien, j'entends. Vous expliquez beaucoup de choses. Lorsque Tocqueville explique que la monarchie française a sciemment détruit, vous savez que c'est le thème de l'Ancien Régime et de la Révolution, a sciemment détruit l'arbre qu'il a porté, qu'elle a systématiquement désarmé physiquement, intellectuellement, la noblesse qui la soutenait depuis longtemps, et qu'elle a commencé à la désarmer avec l'institution de l'impôt, justement, à la fin du XIVe siècle, et qu'elle s'est retrouvée ainsi sans soutien en 1789, il a raison, Tocqueville. Bien sûr, il a raison, Tocqueville. Comment Tocqueville n'aurait-il pas raison ? Mais il n'énonce qu'un phénomène impérial plus général de désarmement. C'est ce qu'Ibn Khaldoun appelle le désarmement par le roi, par la monarchie de sa Asabiyya, c'est-à-dire de la tribu qui a d'abord soutenu son pouvoir. Vous voyez que Ibn Khaldoun a beaucoup d'échos. Alors, suspension est finie, je finis sur l'époque contemporaine. D'abord, la modernité à partir de la fin du XVIIIe siècle rend Ibn Khaldoun complètement caduque. La modernité, c'est-à-dire fondamentalement la révolution industrielle, qui libère, pour des raisons qui nous trop longues à reprendre, mais que vous connaissez, qui libère des énergies créatrices de richesse et d'hommes dans des proportions inouïes, dans des proportions jamais vues auparavant dans l'histoire du monde, jamais pensées, jamais imaginées, qu'Ibn Khaldoun ne pouvait pas imaginer, bien sûr. Je vous rappelle que la population mondiale a été multipliée par 8 en 2 siècles, c'est-à-dire plus que pratiquement depuis les origines de l'histoire. Et la richesse a été probablement multipliée en 2 siècles aussi, depuis le début du XIXe siècle, par 40 ou 50. Les économistes hésitent, il faut accorder un taux de croissance annuel qui est difficile à calculer pour le début du XIXe siècle encore. À peu près. Et donc, voilà, cette révolution met fin à l'histoire des empires, parce que, tout simplement, elle abolit la distinction fondamentale de la théorie d'Ibn Khaldoun, de la pratique des empires, entre producteurs et guerriers. Il fallait désarmer les populations parce que si les populations n'étaient pas désarmées, on ne réussirait pas à lever l'impôt, et donc le processus de civilisation s'interromprait. Un monde où il n'y a pas d'impôt, pour Ibn Khaldoun, est un monde bédouin, c'est un monde tribal. C'est le monde de la subsistance, de la pure et simple subsistance. Donc, si spontanément, et c'est le cas à partir de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, la société crée de la richesse, qu'il n'y a plus besoin d'impôts pour créer de la richesse, si l'impôt n'est plus la source exclusive de la création de la richesse, alors on peut armer les populations. Et le fait politique fondamental du XIXe siècle, c'est l'armement des populations. Tout le reste, est un détail à côté. C'est l'armement des populations. Vous donnez des armes à tout le monde, par le biais de ce qu'on appelle le service militaire. Alors ça vient petit à petit.
C'est fondamentalement entre 1870 et 1914 que ça se produit, même en France, qui est, comme vous le savez, politiquement plutôt à l'avant-garde de cette mobilisation populaire. Hein. Mais ça se passe partout. Ça se passe en Russie, ça se passe dans l'Empire ottoman. Hein, et en 1914, ce sont des masses, comme vous le savez, absolument gigantesques qui se jettent les unes contre les autres, hein, des guerres absolument gigantesques, tout simplement parce que les mêmes hommes sont devenus producteurs dans la vie civile et guerriers lorsque l'État le leur demande, c'est-à-dire que la base absolue de la théorie khaldounienne, c'est-à-dire la distinction entre les bédouins et les fonctions de violence et les sédentaires et les fonctions de production, a totalement disparu. Donc, voilà, Ibn Khaldoun n'existe plus, ouf, et d'ailleurs, c'est bien comme ça qu'on le dit parmi ceux qui l'admirent tant dans les colonies, hein, c'est-à-dire, on a échappé au passé. Hein. Heureusement que ce monde n'existe plus, car en fait, ce monde, il est incompatible, la plupart des colonisateurs étant bien entendu des radicaux socialistes de bon teint, hein, je veux dire, ils sont pas très marqués ni à droite ni à gauche, mais enfin ils sont en général démocrates. Je pense à Émile Félix Gautier qui dit quel esprit extraordinaire, prodigieux, il a tout compris. En fait, Marseille disait des notes de bas de page. Il ne nous reste plus que quelques notes de bas de page à ajouter à Ibn Khaldoun. Enfin, il a tout compris. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Bon. Et après quoi, Émile Félix Gautier disait heureusement qu'on a échappé à ce monde, hein, parce que vraiment, ce que je ne supporte pas chez Ibn Khaldoun, c'est le mépris de la paysannerie, par exemple, hein, disait Gautier, hein, qui est la base de nos sociétés civilisées. Hein. Donc, vous voyez, l'idée, c'est, heureusement, on s'en est débarrassé. Enfin, je dirais, c'est magnifique pour comprendre le passé, mais heureusement, le cauchemar est terminé. Voilà. La question que je me suis posée, en conclusion, c'est de savoir si, justement, le cauchemar est bien terminé. C'est-à-dire si les 2 siècles que nous venons de vivre ne sont pas, en somme, une sorte de parenthèse. Et si les générations qui viennent ne connaîtront pas un renouveau des conditions impériales. Je finis là-dessus, rassurez-vous, rapidement. L'empire dont il s'agit, empire, il y a unique dans son horizon, hein, ça ne peut être aujourd'hui que la communauté internationale, c'est le monde, hein, dans sa totalité. Alors, d'abord, on retrouve l'essentiel, c'est-à-dire la sédentarisation des majorités, ce qui est spectaculaire dans les 30, 40, 50 dernières années en particulier, parce que ces progrès se sont étendus à la majorité de ce monde qu'on appelle désormais émergent et non plus tiers-monde. C'est la sédentarisation, en effet, en marche, le progrès, la non-violence aussi, acquise des immenses majorités. Le phénomène majeur, c'est la poussée, dans les 50 dernières années, de la triade fondamentale de la civilisation mondialisée contemporaine, à savoir l'urbanisation. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, entre 2005 et 2010, les urbains ont dépassé, le nombre des urbains a dépassé le nombre des ruraux. Le monde est majoritairement urbain. Nous sommes 54% d'urbains en 2015. Nous serons 66% en 2050, paraît-il. Tout est prévu. Le deuxième point, c'est la scolarisation. Hein, plus de 75% des enfants du monde de moins de 14 ans sont désormais scolarisés. Et le troisième point, c'est la baisse de la fécondité mondiale. En 1950, année spectaculaire s'il en est, puisque c'est celle de ma naissance, en 1950, la fécondité mondiale était encore de 5,4 enfants par famille, c'est-à-dire à peine inférieure à ce qu'elle était 3000 ans auparavant. Et elle est tombée de plus de moitié en 60 ans. Hein. En 2010, on est à 2,5 enfants par femme. Et toutes les régions du monde, l'Afrique noire seule présentant un retard important, toutes les régions du monde, y compris le monde musulman d'ailleurs, hein, sont engagées dans ces mêmes évolutions. Mais ces indéniables avancées de la civilisation, justement, laissent subsister des poches de résistance, parfois rurales, parfois urbaines, qui ne se plient pas à la morale commune, qui continuent de cultiver, que dis-je, qui retrouvent la culture de formes de refus, de violence, et de formes de refus et de violence d'autant plus radicales qu'elles sont plus efficaces. Et oui, elles sont plus efficaces face à des populations majoritaires qui sont de plus en plus désarmées,
matériellement et psychologiquement par leur propre sédentarisation, comme dirait Ibn Khaldoun, c'est-à-dire par les protections même que leur offrent les États. Vous n'êtes pas supposé vous faire justice vous-même, vous ne portez pas de revolver, non, j'en vois pas derrière, il n'y a pas beaucoup de holster derrière les vestes. Bon, nous sommes désarmés, dans le sens le plus simple du terme. Bon, alors donc, si vous avez des gens armés, forcément, ils trouvent là finalement des filons. Hein, en gros, en un mot, notre monde moderne est en train de recréer des tribus pillardes, d'abord et avant tout parce qu'il existe un monde à piller. Hein, à cause de nos progrès, grâce à nos progrès, enfin comme vous voulez, à cause, grâce, enfin, vous choisissez, c'est un jugement de valeur à partir de là qu'on pose. Il existe un monde ouvert, un monde attaché à produire, à échanger, à s'instruire, beaucoup plus qu'à se défendre finalement. Voilà. C'est un appel à l'armée. Hein, et donc c'est la non-violence, ce que dit Ibn Khaldoun, hein, c'est la non-violence et le désarmement des majorités qui explique l'extrême violence des minorités en marge. Alors on pense à Daesh évidemment parce que c'est à la mode, mais si vous ouvrez un journal latino-américain ou simplement le País édition Amérique, hein, tous les jours vous avez des meurtres de plus en plus horribles au Brésil, au Mexique, etc., qui montrent que dans ces pays latino-américains dont les progrès économiques ont été fulgurants dans les 50 dernières années, où l'urbanisation est de 80%, hein, l'Amérique latine est plus urbanisée aujourd'hui que ne l'est l'Europe, et où les progrès du niveau de vie ont été assez spectaculaires, il existe désormais des zones de dissidence. Parce que ce sont des zones de dissidence, ce ne sont pas des quartiers pauvres, ce sont des zones de dissidence. Et à partir de ces zones de dissidence, on mène des raids contre les centres urbains. Hein, voilà, bon, relativement. Hein. En gros, encore l'État, en général, enfin ça dépend où, a les moyens de garantir les centres urbains. Mais pas beaucoup plus, quoi. Bon, et puis de temps en temps, bon, il y a un malheureux incident. Voilà, donc voilà, cette dissidence des marges est probablement encouragée par ce que nous appelons la crise, qui est en fait un probable ralentissement à terme durable de l'économie, et surtout de l'économie des plus avancées de ces pays émergents, l'Amérique latine, la Turquie, l'Afrique du Sud, voire même la Chine. Et donc les États appauvris se replient sur le pays utile, c'est assez clair en Amérique latine d'ores et déjà, hein, sur les contribuables en état de payer. Il y a un pays utile et un pays qui ne l'est pas trop, hein, il faut bien le dire, que vous en tirez rien, et il vous coûte beaucoup plus cher que vous n'en tirez. Alors en France on paye quand même, mais en Amérique latine on paye de moins en moins. On s'en tient au pays utile. Et donc on abandonne, et on abandonnera de plus en plus les quartiers insolvables et incontrôlables à la friche, et donc à la morale et à l'action de la tribu, parce que dès que les gens sont abandonnés, eh ben ils retrouvent des solidarités, comme dirait Ibn Khaldoun. Il faut bien vivre, hein. Et vivre, c'est vivre sous des solidarités qui n'implique pas le refus de toute domination. Il y a en général des dominations, hein, de trafiquants de drogue ou d'autres, hein, mais il y a des dominations, mais aussi des solidarités. Hein, il est beaucoup plus difficile et dangereux pour un voleur de voler dans un de ces quartiers abandonnés que de voler dans le centre-ville. Au centre-ville, vous risquez la prison, ce qui est déjà pas mal en Amérique latine. Le problème commence à partir du moment où vous entrez dans les prisons. Mais dans les quartiers, y compris dans la très civilisée Argentine, et ça a provoqué évidemment dans la presse argentine ce que vous pouvez supposer d'horreur, hein, vous commencez à avoir des lynchages, forcément, hein, parce que les gens se connaissent, sont solidaires, hein, justement, précisément parce que le pouvoir d'État a disparu. Et donc quand il y a un type, surtout s'il n'est pas du quartier évidemment, hein, qui se fait prendre, la justice populaire s'exerce très vite. Hein. C'est un monde tribal, c'est redevenu un monde tribal au sens khaldounien du terme. Hein, voilà. Alors c'est à ces sources évidemment que s'abreuve aujourd'hui le djihadisme sunnite, hein, parce que vous avez ce genre, soit de pays rural qui échappe au contrôle de l'État, soit de banlieues urbaines, au Caire en particulier. Mais il y ajoute évidemment l'avantage d'un discours déjà constitué, ce que les bandes latino-américaines n'ont pas. Hein, évidemment, elles sont un peu plus noires et un peu plus évangéliques que la moyenne de la population. Et bon, c'est pas un discours aussi nettement constitué que la charia islamique. Hein.
et un discours qui s'oppose au discours pacificateur des écoles, des médias, du monde majoritaire, un discours qui revendique, comme vous le savez, et cette revendication est faite aussi pour nous provoquer, bien sûr, la polygamie, désormais l'esclavage, puisque Boko Haram et l'État islamique ont rétabli l'esclavage pour les femmes et les enfants des ennemis vaincus dans le djihad, et un discours qui est en outre fédérateur, depuis le Xinjiang chinois jusqu'au Nigeria, il y a quand même le vaste monde musulman retentit, les tambours du vaste monde musulman retentissent à cette situation. Et ce n'est pas, comme on le dit, comme on essaye de se le faire comprendre, ce n'est pas une situation nouvelle, en fait. Ce n'est pas un échec récent de la démocratie, parce que, je pense que vous l'avez compris, cette configuration qui semble se mettre en place entre d'immenses majorités désarmées, désolidarisées et productives d'une part, enfin bref, nous, quoi, et d'autre part, des minorités très réduites, mais très solidaires et très belliqueuses, c'est la norme de la constitution des empires depuis à peu près 2000 ans. Et donc voilà, c'est la question. Si vous examinez Ibn Khaldoun et si vous écoutez la radio tous les matins, vous avez l'impression de comprendre où va le monde, ce qui ne veut pas dire que vous en soyez plus heureux pour autant. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et voilà de quoi parle finalement ce livre. Merci beaucoup. Ouais. Ah oui, la discussion est ouverte. C'est ouvert. J'ai pris comme... Pas du tout, non. Pascal doit aller faire la cuisine, donc il voudrait parler tout de suite. J'ai deux problèmes. Ibn Khaldoun, moi ça m'a passionné quand j'ai lu. J'ai découvert ça avec une note de bas de page. Tout simplement. Donc je suis allé m'y plonger il y a des années pour... ça m'a tout à fait passionné. Alors j'ai quand même, à propos de ce que vous avez dit, non pas sur Ibn Khaldoun, deux petits trucs qui m'ont choqué. En France, ce n'est pas le roi qui a désarmé la noblesse. Ah mais c'est ce que dit Tocqueville, excusez-moi. C'est pour ça que j'ai un problème de fond avec Tocqueville, parce que pour moi, ce n'est pas, à la lumière des faits, ce n'est pas une réalité. C'est un problème d'abord économique qui a désarmé la noblesse. C'est-à-dire le fait, et ça vient très très tôt, qu'on ne soit plus capable de s'équiper pour aller faire la guerre, tout simplement. Et qu'il faut attendre les années 1780 pour que justement la monarchie réagisse avec Ségur en disant il faut aider les plus pauvres, donc on crée les collèges militaires, les écoles militaires pour remettre ces gens dans le circuit. Mais en aucun cas, c'est vrai que politiquement, il a raison politiquement. Il a raison politiquement, le roi a tout fait pour désarmer, pas tellement intellectuellement, je trouve, politiquement la noblesse, qu'intellectuellement c'est à mon avis un petit peu plus compliqué que ça. Ça, c'était la première des choses. Tocqueville, j'ai un problème de fond. Pas de problème. Je trouve que c'est vide de sens, c'est vide d'intérêt. C'est beaucoup plus intéressant. C'était une opinion personnelle, mais sur le sujet dont je m'occupe, moi, je n'ai trouvé aucune pertinence dans ce qu'il a pu dire. Deuxième chose, on a parlé... Non, ce que vous dites est juste, sur évidemment le changement de la dimension de la guerre, mais c'est pas ça, Laurent, que je veux pas dire. C'est un processus très très long, mais continue sur le. Je voulais parler des Mongols. J'ai bien suivi, parce que vous êtes aussi intéressé à la Chine, sur les Mongols et la Chine, mais il y a aussi les Mongols et les Russes. Alors là, est-ce que ça rentre totalement dans la catégorie? Parce que les principautés russes sont armées. Elles n'ont pas désarmé le peuple. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit, à l'époque, le mauvais guerrier, mais ça va se retourner, le fait qu'ils ont accepté une espèce de tutelle, mais molle, très très molle des Mongols, parce que par rapport à la tutelle qu'ils ont exercée sur la Chine, ce qu'ils exercent sur toutes les principautés russes, c'est de la gnognotte, ils paient tribut, ça c'est très important. On a trouvé des gens pour payer, mais politiquement et militairement, sauf à fournir des contingents, ils ont assez peu marqué. Pourquoi? Alors moi, vous dites, en Europe, cette théorie n'est pas possible. Moi, je vois une raison idéologique à ça, mais de fond. Et je pense que si les Mongols ne sont pas parvenus à avoir une vraie mainmise sur ces territoires, pourtant d'une extrême richesse, qui était important, c'est aussi en partie pour cette raison. Alors qu'est-ce que vous
me dites à propos des Russes et des Chinois. Et des Mongols. Et des Mongols et des Chinois, que plus l'Empire est densément peuplé, plus il est riche, et c'est tout de même à la Chine que va l'avantage, et plus il est facile à conquérir. Puisqu'il a davantage désarmé ses populations. C'est-à-dire que on peut considérer cette Russie... oui, c'est ça, cette Moscovie, en fait, Moscovie, comme un empire, très curieusement. C'est au moment où on commence à appeler la Russie d'abord, et empire, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, qu'elle cesse de l'être, en fait. C'est-à-dire qu'elle entre dans un jeu de puissance européenne, c'est-à-dire qu'elle n'est plus seule. La solitude de l'Empire, c'est effectivement celle de la Moscovie, qui est la troisième Rome, et voilà, c'est celle il n'y en aura pas de quatrième. Donc, a priori, c'est-à-dire celle des 13e, 17e. Mais elle ne peut pas, malgré tout ce que je veux bien admettre de sa relative puissance, de sa relative richesse, elle ne peut pas se comparer à la Chine. Donc, effectivement, le plus simple, quand vous êtes un envahisseur, c'est de vous abattre sur à la fois le plus faible et le plus riche, et c'est la Chine. Et donc, ce sont la Horde d'Or, c'est les clans mongols, les plus extérieurs, parce qu'à l'intérieur même du monde mongol, il y a eu conflit justement pour s'accaparer les territoires les plus riches. C'est la même branche de la famille de Gengis Khan qui s'est attribuée à la fois l'Iran, l'Asie centrale, d'une part, et la Chine d'autre part. C'est Kubilai et Oulegu. Et donc, Berke, la descendance de Jochi, du fils aîné, a été rejeté vers le nord, vers la Russie, enfin vers les steppes. Oui, pardon. Parce que ça concerne deux choses que, si je peux me permettre. Oui, sur la Russie, Pascal a raison en ce sens que cette première Moscovie, elle est effectivement armée. Oui. Là où elle commence le processus à la fois de désarmement des populations et de construction d'un véritable État, c'est à partir d'Ivan le Terrible. C'est là où elle se transforme justement, et là c'est quand ça c'est intéressant. Elle passe d'une Moscovie à une Russie. Et elle se byzantinise. Parce qu'en fait, tout ce côté totalitaire, tyrannique et tout ça qui va être cette image de la Russie qu'on va garder jusqu'au 19e, 20e siècle, c'est en fait, ça vient pas des Mongols, contrairement à ce qu'a pu prétendre Marx, par exemple. C'est Marx qui disait c'est de la faute des invasions mongoles. C'est en fait je dirais à la fois une byzantinisation et une persianisation de la Moscovie, qui transforme la Moscovie en Russie. Et ça n'arrive pas avant le 14e, 15e siècle. Avec Ivan le Terrible. Et c'est là que commence commence à arriver cette idée nous sommes une troisième Rome, patati patata, qui n'existait pas avant. Qui n'existait pas avant. Deuxième chose, sur Tocqueville, je pense que Tocqueville, alors je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qu'a dit Pascal. Je pense que tout le monde, et Tocqueville le premier, tout le monde oublie un truc fondamental. Avant de parler de désarmement de la noblesse, oui, non, y a-t-il eu, etc., quand, comment, etc. Ce que tout le monde oublie, c'est que les États, parce qu'effectivement, l'une des causes majeures de ce qui a fait de cette spécificité européenne, qui dure encore de nos jours, c'est que l'Europe n'a jamais été réimpérialisée après Rome. Alors il y a eu des tentatives du Saint-Empire romain germanique, des Espagnols, tout ça, ils ont tous essayé, et ils se sont cassés les dents, essentiellement, pas que, mais surtout sur un morceau, c'est la France. La France, depuis 1000 ans, est le plus grand emmerdeur qui soit en Europe. Parce que la France, l'idée même de France, quand les rois de France au Xe siècle décident de créer la France, c'est de dire, bon, les tentatives de réimpérialisation avec les Mérovingiens, les Carolingiens, ça s'est cassé la gueule, c'est pas la peine, alors maintenant l'Empire romain d'Occident, il est mort, c'est fini, nous on crée la France. Et on veut plus de réimpérialisation. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre cette fameuse idée que le roi de France est empereur en son royaume. Bon, c'est que la France ne veut pas d'empire. La France est contre l'idée même d'empire. Et c'est pour ça que le Saint-Empire est une nation. Et c'est ça que le Saint-Empire ou les descendants du Saint-Empire n'ont jamais pu gober. Jamais. Toujours pas. Et qui comprendront jamais. Mais
l'autre chose que tout le monde oublie, donc cette non-impérialisation a fait que l'Europe a été constituée de petites, entre guillemets, royautés qui étaient en concurrence permanente. Donc, une concurrence cette fois-ci, comme dans les bons manuels d'économie pro-capitaliste, montre que c'est une concurrence qui est vivifiante, enfin, qui crée du progrès, etc. Le fait que l'Europe, d'un point de vue géographique, est une méroporie, c'est-à-dire qu'elle elle a un découpage de côtes qu'on retrouve nulle part ailleurs sur la planète. C'est étroit, l'Europe, c'est très étroit. Oui, avec un découpage de côtes, ce qui fait qu'il y a une culture de la maritimisation qui est présente partout en Europe. Et l'autre chose que tout le monde oublie, et là on en revient aux questions de désarmement et aux questions d'Ibn Khaldoun, c'est que moi, je m'en suis aperçu quand j'avais étudié cette question dite de la révolution militaire, à la Renaissance. Hein. Tout le monde dit la révolution militaire, les canons, les arquebuses, patati patata. Sauf que la révolution militaire, elle commence en Europe, avant même cette nouveauté technique que représente l'arme à feu, par le fait qu'à partir du milieu du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, dans toute l'Europe occidentale et centrale, il y a un armement du peuple. Que ce soit dans les cités marchandes italiennes ou flamandes, en Angleterre, la légende de Robin des Bois, ça vient de là, les Suisses, les Hussites, etc. Il y a un développement de la lutte des classes dans toute l'Europe occidentale et centrale qui fait qu'il y a des milices populaires, bourgeoises ou paysannes, bourgeoises au sens médiéval, qui se créent et qui, face à la chevalerie, ont besoin de créer leur logiciel guerrier capable de faire pièce. Et donc, il y a un armement du peuple qui est général en Europe. Général, sauf dans un endroit, qui est une exception à l'époque dans cette Europe de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, où le peuple n'est pas armé. Et cette exception, c'est la France. Pratiquement pas, sauf en Gascogne où il y a des traditions médiévales. Mais on est obligé d'aller chercher à la frange flamande les routiers. Les gens dont on manque. À Crécy, on a des arbalétriers génois. Que notre chevalerie, dans son intelligence tactique proverbiale, va piétiner, bien évidemment. Mais bon. Ça. Non, mais nous sommes bien d'accord. Et cet armement du peuple, c'est d'abord et avant tout ça, avant même de penser à désarmer l'aristocratie, ce qui se fera au XVIIe, XVIIIe, c'est d'abord au XVe, XVIe siècle, les États monarchiques modernes qui se mettent en place s'occupent d'abord du désarmement du peuple, d'abord et avant tout. Alors, à mon avis. Non, mais tout à fait. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est le point décisif à bien comprendre, c'est que l'état naturel, c'est pas le désarmement. L'état naturel, c'est l'armement. Parce que vous partez d'armements extrêmement élémentaires, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité, si vous remontez très haut, mais vous partez d'une situation où, normalement, la plupart des gens ont des formes d'armement ou se regroupent en communautés capables de se défendre, qu'il s'agisse de villages ou de petites régions. Les cantons suisses, par exemple, au XIIIe ou au XIVe siècle. Le désarmement est un fait impérial et par conséquent un fait profondément historique et de culture. C'est un fait qui vient, si j'ose dire, après. En tout cas, logiquement après. Ça vient tout de même dès l'Empire romain. Je veux dire, l'Empire romain, très lentement, mais désarme. En fait, il trouve un monde de la Méditerranée orientale déjà très profondément désarmé par l'Empire achéménide, peut-être même déjà par l'Empire assyrien dans certaines régions, mais en tout cas par l'Empire achéménide, donc par l'Empire perse des 5e, 3e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, puis par les Grecs, par les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui ont installé une minorité dominante macédonienne et grecque sur des populations locales très profondément, très radicalement désarmées, puis l'Empire romain suit, et la différence est longtemps perceptible à la fois dans la densité de population, dans la richesse de la production et dans l'armement ou le désarmement des populations entre une Méditerranée occidentale d'où l'Empire romain tire l'essentiel de ses forces en fait, de ses troupes en particulier, et une Méditerranée orientale dont il ne tire rien, que de l'argent. Fondamentalement, l'Empire romain, c'est la conquête, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est la conquête de la Méditerranée orientale
par la Méditerranée occidentale. Enfin, c'est la conquête de la vieille Méditerranée orientale qui bénéficie des prestiges et des accumulations d'hommes et de richesses du néolithique, en fait, et des premiers millénaires de l'histoire, par des peuples plus rustiques, voilà, c'est ça, hein, de Méditerranée occidentale. C'est au moment où cette rusticité s'épuise à son tour en Méditerranée occidentale, c'est-à-dire au moment où les citoyens gaulois, ibériques, etc., sont à leur tour désarmés, hein, au fil des siècles, que se posent des problèmes militaires de la ressource violente pour l'Empire romain. C'est-à-dire d'abord au IIIe siècle les Illyriens, hein, on essaye de trouver dans les poches barbares de l'Empire, à l'intérieur même des frontières de l'Empire, les Illyriens, l'actuelle Yougoslavie, en gros, hein, la plupart des empereurs sont des Illyriens au IIIe siècle, et c'est de là que viennent l'essentiel des forces militaires de l'Empire. Et puis lorsque la violence illyrienne à son tour s'apaise, eh ben, on va chercher au-delà des frontières, alors là vraiment, c'est-à-dire déjà les barbares, les Germains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une manière générale, tant l'Empire romain que l'Empire islamique, que l'Empire chinois, ne va pas chercher dans toutes ces frontières. Hein. C'est-à-dire que en Chine, ce sont les frontières du Nord, évidemment, qui fournissent des soldats, et non pas les frontières méridionales, où les Chinois ne distinguent que des aborigènes, tandis qu'ils distinguent des peuples, et en particulier des peuples turcs au Nord. Alors ça tient probablement tout de même à l'usage du cheval, hein, que maîtrisent les peuples du Nord, c'est-à-dire de la steppe, étant donné ce qu'est la géographie de l'Ancien Monde. Hein. C'est un peu la même chose au nord de l'Empire romain, et l'Empire islamique, d'une manière générale, hein, sans doute par habitude, va considérer que les peuples guerriers par excellence, les martial races, comme diront plus tard les Anglais en Inde, sont les peuples du nord du monde. Les Francs, les Slaves, et surtout les Turcs, qui sont des peuples, c'est les peuples de la Kirghizie et du Kazakhstan d'aujourd'hui, justement. Hein. C'est ça, les peuples, les races martiales, hein, pour l'islam en général. Je voudrais poser une brève question. Vous êtes montré un exégète extrêmement brillant d'Ibn Khaldoun. Il y a une phrase, un verset qui, donc après que vous précisiez un peu la pensée. Vous avez dit qu'in fine, en fait, ou alors vous avez compris, les monarchies finalement l'emportaient sur la tribu. Oui. Mais comment l'emportent-ils? Comment l'emportent-elles s'il s'agit des monarchies ou d'un empire? Puisque finalement, ce sont les tribus qui sont le bras armé d'une société sédentaire. Comment alors la société sédentaire l'emporte finalement sur cette faction armée alors qu'elle est désarmée? Voilà. Alors, parce que, en gros, dit Ibn Khaldoun, l'essentiel dans la pratique de la guerre, alors là il y a des très beaux chapitres, ça n'est pas l'armement, c'est la solidarité. C'est ce qui fait la supériorité de ce qu'il appelle les Bédouins, c'est-à-dire du monde tribal sur le monde sédentaire, c'est l'extraordinaire solidarité quotidienne, hein, de la vie quotidienne, mais cette solidarité se traduit sur le champ de bataille en valeur militaire supérieure, parce que l'essentiel, c'est que vous savez que vous ne serez pas abandonné par celui qui combat à vos côtés, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre cousin, parce qu'il n'oserait pas, s'il vous abandonnait, se représenter un jour devant sa famille, quand bien même il aurait à s'y représenter. Ce que les militaires appellent la cohésion. Voilà, ce que les militaires appellent la cohésion. Alors, vous êtes dans un monde où les progrès techniques sont extrêmement minces, hein, je n'ai pas besoin de vous dire, et au total, les armées islamiques vont d'ailleurs très peu favoriser, malgré un monde sédentaire qui aurait pu produire pour le fait militaire, la séparation de la société productive et de la société militaire est telle que ces armées vont très peu innover techniquement, donc et parce qu'elles n'innovent pas techniquement, parce qu'elles sont très clairement séparées, ces sociétés militaires de la société civile productive, et elles n'innovent pas techniquement parce qu'elles pensent n'en avoir pas besoin, parce que les solidarités remplacent très largement ou dépassent très largement ce qu'elles pourraient tirer d'un éventuel progrès ethnique.
d'un éventuel progrès technique, excusez-moi. Or, justement, ce que la société sédentaire, ce que le pouvoir, ce que disposer du pouvoir attaque, c'est justement ces solidarités. Parce que ces solidarités, vous n'en avez pas besoin en situation d'État. Hein, dans une situation bédouine, évidemment, si votre cousin ou votre frère est attaqué, vous devez le venger, ou vous devez le défendre. Si vous ne le défendez pas, aujourd'hui, il ne vous défendra pas demain, c'est-à-dire que vous êtes condamné à mort, hein, quasiment, ou au moins à la soumission. Hein. Dans une société urbaine, vous pouvez toujours dire à votre frère qui se précipite en sang à votre domicile pour dire j'ai été attaqué dans la rue, il faut que tu me venges. Il y a une police pour ça, hein. Je veux dire, bon, tu vas au commissariat de police, là j'ai mon feuilleton à regarder à la télé à 8h du soir, hein. Tu vas au commissariat de police et tu déposes une plainte, ils vont t'arranger ça. Ils vont t'arranger ça veut dire, c'est pas à moi de t'arranger ça. Hein, puisqu'il y a voilà, hein, et puis quand moi-même j'aurai des ennuis, j'irai trouver la police. Même chose pour l'armée, il y a une armée pour ça, on n'a plus besoin de etc. Et ainsi petit à petit en quelques générations, ce qui se dissout, c'est pas ils ont toujours les armes, hein, ils ont même de meilleures armes, dit Ibn Khaldoun à la fin des dynasties, parce qu'ils ont de l'argent, etc. Mais ils n'ont plus de solidarité, et c'est fichu. C'est fichu quand il se trouve en face de gens beaucoup moins armés, ce qu'il a en tête, c'est les conquêtes arabes, évidemment, hein, de gens qui sont beaucoup moins nettement armés, mais qui ont pour eux la solidarité. Les conquêtes arabes, évidemment, c'est ça. Oui, mais comment la société non armée l'emporte-t-elle sur... Elle ne l'emporte pas, en vérité, elle change de maître. Ah oui. Elle change de maître. Hein. Il y a de nouvelles tribus qui arrivent pour... Voilà. C'est exactement c'est l'histoire de l'Égypte. C'est l'histoire de l'Égypte depuis l'Empire achéménide. Hein. L'Égypte, mais on l'a dit, mais c'était vrai. Hein. L'Égypte n'a pas eu de maître égyptien entre Cambyse, on va dire Cambyse, 525 avant Jésus-Christ, et Nasser, 1952. Elle a changé de maître pendant 25 siècles. Et pendant ce temps-là, le paysan égyptien a continué à cultiver la terre et à payer l'impôt. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on lui demandait d'ailleurs. Hein. Voilà. Le monde d'Ibn Khaldoun n'est pas un monde où on sombre. Hein. C'est un monde simplement où le pouvoir politique ne vous appartient plus. Hein. Je veux dire, où il n'appartient plus aux majorités. C'est tout. Hein. C'est un monde où vous n'avez plus votre mot à dire dans le fait politique, dans la décision politique. Voilà. Vous avez la parole, Pierre, je pense. Monsieur. Oui, lorsqu'on suit votre livre, et vraisemblablement parce que vous souhaitez être fidèle à votre inspirateur, on est frappé par la place très relative, voire minimisée, que vous accordez à l'islam. Ça c'est curieux, oui. Oui. À l'islam comme religion. À l'islam comme religion. Ah oui, à l'islam comme religion. Oui. Dans la mesure où vous dites que si l'islam est violent, c'est parce que l'empire est violent. Ce n'est pas parce que l'islam est naturellement violent, c'est la logique de l'empire qui appelle la violence. Et on trouve... Pardon. La logique de l'Empire appelle plutôt la paix. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et alors, oui, la logique de l'Empire appelle la paix, mais il y a de la violence à l'œuvre dans le mécanisme de l'Empire. Oui, tout à fait. Et si on retrouve bien deux fonctions chères à Dumézil, les travailleurs et les guerriers, on ne trouve pas les orants, on ne trouve pas cette fonction, cette troisième fonction qui est celle de la prière. Et cependant, Ibn Khaldoun avait l'exemple au moins de l'Empire byzantin sous les yeux, où l'Église, même subordonnée au pouvoir impérial, jouait un rôle très important dans la défense de l'Empire. Alors, comment l'expliquez-vous ? Alors, lui n'aurait pas dit que l'Église jouait un rôle fondamental dans la défense de l'Empire. Je pense que, et là il n'est pas du tout original, hein, je veux dire, nombre d'auteurs arabes considèrent que le christianisme est un point faible. Parce que c'est une idéologie non violente. Et donc c'est un point faible de la défense des empires chrétiens. Hein. Bon, mais le fait intéressant, c'est que on arrive au même point dans les empires islamiques. C'est pas cité dans ce livre, hein, mais je lisais la thèse d'un de mes
thésard, qui est aujourd'hui plus qu'un thésard, enfin, il est parfaitement installé dans le monde universitaire et il a travaillé sur les Mamelouks d'Égypte. C'est très bien d'ailleurs son livre sur les Mamelouks, Julien Loiseau, lisez si vous avez l'occasion. Au début, à l'extrême fin du XIVe siècle, le sultan Mamelouk d'Égypte, qui est donc un Turc, convoque les hommes de religion, qui eux sont des Égyptiens, en général sont des Arabes, évidemment, convoque les hommes de religion pour leur dire, bon, ça va pas du tout, ça, hein. Non mais, vous avez vu où on en est, là, du point de vue des impôts? Et vous savez pourquoi on est là, du point de vue des impôts? On est en pleine période de peste, hein. On est du point de vue des impôts à un point bas, parce que tout simplement, la population de l'Égypte a diminué de 30 à 40% depuis les hautes eaux des années 1340, on est vers 1395, on est au point bas de la démographie égyptienne. Mais bon, l'État, lui, n'a pas changé de taille. Il lui faut toujours, les Mamelouks sont 8 à 10 000, ils étaient 8 à 10 000 en 1350, ils sont toujours 8 à 10 000 en 1395, et il faut les nourrir, cette minorité violente, militaire, turque, qui assure l'État, tout simplement. Et vous avez vu où on en est, dit Barkouk, ça va pas du tout, ça. Et vous savez pourquoi on en est là? Non pas à cause de la peste, pour ça c'est évident, c'est la peste, mais parce que vous prenez trop d'argent avec vos fondations, avec vos waqf, avec toutes vos mosquées, machin, là, bon, et tout cet argent qui va à l'entretien des hommes de religion, qui va à l'entretien etc., ne va pas à l'État. Et vous allez me changer ça, il y en a marre. Moi, je vais vous savez ce que veut dire waqf? Waqf veut dire un arrêt. Je veux dire, c'est un bien waqf, c'est un bien mis en fondation pour un but pieux, en général, une mosquée, une école, etc., et auquel l'État n'a pas le droit de toucher, d'où le mot de waqf. Tu t'arrêtes là, c'est la religion, tu n'y touches pas. Et en fait, le waqf, c'est le waqf, mais enfin, les intérêts de l'État sont les intérêts de l'État. Et il arrive assez souvent que les waqf soient récupérés un peu brutalement. Et en fait, Barkouk, en 1395, a le même problème que Constantin V Copronyme en 755 pendant la crise iconoclaste, qui réunit de la même manière les higoumènes, les abbés de ces grands monastères en disant non, ça va plus du tout là. Non mais l'État, enfin l'Empire est pris à la gorge par les Arabes et tout ce que vous pensez à faire, c'est à constituer des domaines supplémentaires, des fondations supplémentaires pour lui retirer des ressources et de l'impôt. C'est pas possible. Et lui, il joint le geste à la parole et il ferme les monastères. Donc, voilà. En fait, l'organisation n'est pas si différente. Bon, il n'y a pas d'église, mais il y a des oulémas. Et Ibn Khaldoun en fait partie, d'ailleurs. Il est financé, il est directeur d'une khanqa au Caire, et il dirige je ne sais pas comment appeler ça, une espèce d'université soufie, qui fait que, il est subventionné par l'État, il est payé par l'État. Lui aussi, il fait partie de ces parasites religieux, entre guillemets, pour Barkouk, qui mange l'impôt de l'Égypte. Je ne suis pas du tout historien, vous écoutant, j'ai eu le sentiment de comprendre un peu l'histoire. C'est fait pour ça. Oui. Je ne connais pas du tout ni la Chine, ni l'islam, mais je connais un peu plus l'Amérique du Sud, où j'ai vécu beaucoup. Et j'ai retrouvé, en faisant une transposition terme à terme, toute l'histoire des successions d'empires jusqu'aux Incas en Amérique du Sud, où on a effectivement des civilisations très pacifiques. Je crois qu'à Caral, on ne trouve pas une arme nulle part en archéologie, et puis paf, ça. Donc je me suis dit, ça ressemble beaucoup. Alors, je vais être sûr de ne pas me tromper. Non, c'est intéressant. Je n'ai pas du tout parlé de l'Amérique, parce que je n'y connais rien, au contraire, et que j'ai laissé à d'autres, parce qu'on ne peut pas tout. Tellement similaire que ça s'applique peut-être plus facilement, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Oui. Que les Aztèques n'avaient pas d'autres civilisations. Tout à fait. C'est la solitude de l'Empire. Là, on est parfaitement dans la solitude de l'Empire avec les Aztèques. C'est une petite question, et je ne l'aurais certainement pas posée avant d'entendre vos dernières paroles sur l'Amérique du Sud, justement, et sur ces espèces de contre-sociétés qui se créent, etc. J'ai le sentiment que
dans ces cas-là, alors je sais peut-être de l'anachronisme complet, je ne sais pas si ça s'applique en rien à la théorie que vous avez montrée, j'ai le sentiment qu'il existe, en dehors de ces tribus violentes, qui sont périphériques, comme vous le dites, il se crée des, disons, on peut pas s'attribuer, disons, des mafias, Oui. qui, elles, sont absolument pas en compétition avec l'État. On voit ça très bien à l'heure actuelle avec les cartels de la drogue. Oui. Leur problème, c'est pas l'État, c'est pas le pouvoir, c'est qu'on les embête pas. Et on voit, bon, j'ai pas habité au Pérou, on voit au Pérou que tant qu'on n'en parle pas, tout se passe très bien. C'est que lorsque quelqu'un veut se mêler, veut rentrer dans le détail, alors je sais pas si ça c'est un phénomène tout à fait moderne, ou si c'est quelque chose... Non, c'est pas non, vous avez tout à fait raison, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, il y a une grande dynastie chinoise qui apparemment est issue de la même situation, c'est-à-dire du bris qui exige une forme de violence d'un monopole. Un interdit, c'est une forme de monopole, hein, la drogue par exemple. C'est les Ming, qui sont au départ des fauçonniers. Ce sont des contrebandiers du sel. C'est dans le milieu des contrebandiers du sel que se crée, en l'absence effectivement je parle en termes khaldouniens constamment, d'une force tribale importante venue du nord, hein, venue du monde mandchou ou mongol, que se crée ces solidarités, les solidarités d'une bande, hein, qui va finir par s'emparer de la Chine. Parce que généralement, ça débouche quand même, quand la chose prend une certaine importance, grandit, hein, parce que toute bande, ou toute entreprise, hein, tout simplement, c'est une entreprise comme une autre, enfin un peu plus violente quand même, grandit, elle prend, elle touche aux politiques par deux biais. D'abord parce qu'il faut contrôler des territoires ou acheter des gens qui regardent ailleurs, enfin bon, bien, ce qu'on fait très bien au Mexique, très bien. Et puis d'autre part, le problème c'est qu'ils sont sollicités. C'est une réserve de violence. Hein, et quand vous êtes, homme politique ou soucieux d'éliminer des rivaux, et que vous avez bien l'impression que le moyen le plus simple, finalement, c'est d'utiliser un sicario, comme on dit, comme vous savez. Hein, bon, c'est un tueur, quoi. Bon, vous faites entrer petit à petit la bande dans le processus politique, et elle y entre d'autant plus fondamentalement et d'autant plus volontiers que c'était vrai au XIVe siècle, ça reste quand même vrai au XXIe. Il y a une masse d'argent absolument colossale dès lors que vous êtes dans l'État. Parce que l'État, c'est quand même l'impôt. Alors au XIVe siècle, c'est évident, c'est la masse fondamentale. Hein, et jusqu'à la fin du XVIIIe d'ailleurs. Hein. Si la Compagnie des Indes britannique se transforme en État déguisé en marchand, comme disait Voltaire, vous savez, hein, c'est que à partir du moment où vous avez besoin, et elle en a besoin dans le désordre de l'Inde de la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il n'y a plus de pouvoir central, dès lors que vous avez besoin d'entretenir une armée, il faut lever l'impôt. Parce que sinon ça coûte un prix fou. Il faut donc contrôler un territoire sur lequel vous allez lever l'impôt, et ce sera donc le Bengale et le Bihar, donc les deux provinces du nord-est de l'Inde, et vous tirez vos soldats, non pas d'Angleterre, hein, il y en a quelques-uns qui sont britanniques, anglais ou écossais surtout, mais les soldats sont tirés, les sepoys sont tirés directement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Uttar Pradesh, pour ceux qui connaissent l'Inde, hein, c'est juste à côté, hein, du Bihar, c'est-à-dire des territoires directement contrôlés. C'est-à-dire, la masse de la richesse, c'est l'impôt. Et encore aujourd'hui, dès lors qu'on s'approche des caisses de l'État, c'est quand même encore très 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 rentable. Et c'est une convoitise, c'est une tentation énorme, il faut bien dire. Alors dans un premier temps, vous vous associez avec des hommes politiques, des vrais. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire quelques dizaines d'années plus tard, le cas échéant, vous pouvez prendre le pouvoir. Il y a cette méthode-là.
Oui, pour revenir au passé, vous parlez dans votre livre de Tamerlan et de sa logique d'extermination. Oui. Parce que là, il y a une violence qui est absolument. faite de l'Empire lui-même. Tout à fait. Et qui n'est pas une barbarie, qui a une raison. Hélas, c'est encore pire. Oui. Oui, c'est encore pire. Alors moi, il me semble que l'extraordinaire violence de Tamerlan, vous savez, quand vous lisez Grousset, dont on parlait tout à l'heure, L'Empire des Steppes, c'est un vieux livre des années 30 magnifique sur toute cette histoire de ce qu'il appelle les steppes, et en fait des territoires sédentaires, donc de forte densité de population qui sont à la lisière des steppes, c'est-à-dire l'Asie centrale, l'Iran, la Turquie actuelle, etc. Lorsque vous lisez Grousset, il est épouvanté, il dit Gengis Khan c'était un barbare mongol, pas de problème, si j'ose dire, c'est la barbarie à l'état pur, donc les massacres de Gengis Khan s'expliquent, c'est un barbare, voilà. Mais Tamerlan, 2 siècles plus tard, 1 siècle et demi plus tard, peu importe, Tamerlan était un musulman d'abord, il est né dans le milieu raffiné de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, et on ne comprend pas l'extraordinaire violence de ces campagnes. Et en fait, il me semble que l'explication est toute simple, c'est que le monde de Tamerlan, qui a été déjà ravagé par la peste, et par d'autres invasions turques, mais surtout par la peste, est un monde dont les densités de population et donc dont les rendements fiscaux et donc les rendements économiques s'abaissent considérablement, ce qui fait que la sédentarité recule au profit des dissidences bédouines et que Tamerlan n'arrive pas à établir, sa vie le montre d'ailleurs, il passe son temps en campagne militaire sans arriver à établir la paix dans le vaste empire islamique qu'il aurait désiré conquérir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, d'accord, c'est trop vaste. Donc on va réduire les lignes de communication. Je vais m'en tenir à mon Ouzbékistan, je parle dans des termes contemporains, à ma Transoxiane d'aujourd'hui natale. Je vais ramener toute la substance fiscale pour essayer de renforcer et la population et les ressources dans cette Asie centrale. Je vais ramener tout ce qu'il y a d'utile dans les territoires que je pille par ailleurs, l'Iran, en partie l'Inde, mais surtout l'Iran, la Turquie actuelle. Et le reste, je ne le laisse pas derrière moi. Je l'extermine, ce qui empêchera tout autre de constituer un pouvoir politique sur ces régions, puisque si la population sédentaire est exterminée, vous ne pouvez pas constituer d'État, évidemment. L'État n'existe que s'il y a des sédentaires qui payent l'impôt. Si vous liquidez tout le monde, il n'y a pas d'État possible. Et donc je serai le seul État dans la région. Voilà. Je me garantis. C'est exactement la pratique, je dis quelque part, c'est la pratique d'une armée qui fait retraite et qui brûle tout ce qu'elle ne peut pas emporter. Tamerlan brûle tout ce qu'il ne peut pas emporter. Et il emporte tout ce qui lui paraît utile à Samarcande, qui est encore aujourd'hui une ville absolument merveilleuse, grâce à cette concentration de ressources et de population, et grâce à cette extermination de tout ce que on laisse derrière soi. On ne laisse pas derrière soi, justement. On ne laisse rien derrière soi. On ne laisse rien derrière soi, ce qui interdit à tout rival de constituer un État, tout simplement. Et on frémit quelquefois quand on est à Samarcande en regardant le Gol Sultan, c'est-à-dire l'extraordinaire mausolée de Tamerlan, en songeant à ce que ça exigeait d'abord de déportation, car il déportait en particulier tous les artisans. Tout ce qui lui paraissait utile, c'était les artisans. Les hommes de religion, le vent, non, c'était pas utile. C'était sans intérêt, à de très rares exceptions près. Il liquidait tout. Tamerlan est l'homme qui a réinstitué, après que les Mongols en aient perdu l'habitude, qui a réinstitué la montagne de tête. Vous savez, les tours de tête coupée, bien sûr, ça va de soi. Et Ibn Rabsha, quand il a ordonné, Tamerlan j'entends, l'extermination totale de la population d'Ispahan, son chroniqueur, qui ne lui était pas hostile, loin de là, a compté 38 tours de tête, dont chacune avait 2000
têtes, parce que c'était calculé, hein, quasiment millimétré, on mettait les têtes les unes en pyramide, tout ça. Hein. Et donc on comptait 2000 têtes par pyramide, et donc 38 multiplié par 2, vous voyez, ça fait 76 000 morts. Il n'y avait plus personne à Ispahan. Il a ordonné de tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, chiens, chats, bétail, tout. Hein. Et bon, il y a eu comme d'habitude, quelques survivants, bien sûr. Mais voilà, hein, et malheureusement, c'est une tactique parfaitement rationnelle. C'est-à-dire, seul Samarcande survivra. C'est-à-dire, seule ma capitale survivra. Tout le reste sera détruit. Et précisément parce que je n'ai pas les moyens d'instituer un empire élargi. Je n'ai pas les moyens de rester, en quelque sorte, de m'établir. Et partout où je n'ai pas les moyens de m'établir, quand je me retire, je détruis. Alors, il y a une rencontre Ibn Khaldoun, Tamerlan. Il y a une rencontre Ibn Khaldoun, Tamerlan, fascinante, oui, parce que pour Ibn Khaldoun, c'est la peur de sa vie, évidemment. Vous allez vous dire qu'on ne rencontrait pas indemne ce genre de personnage qui ne parle pas la même langue en plus. Hein. Nous sommes dans un monde musulman où on ne parle plus la même langue. Ibn Khaldoun ne parle que l'arabe et Tamerlan parle le turc et le persan. Et donc ils fonctionnent par l'intermédiaire d'un interprète et oui, c'est une scène tout à fait que Ibn Khaldoun raconte lui-même, bien sûr. Hein, et c'est une scène tout à fait étonnante dans la mesure où en fait il arrive à se vendre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, à se rendre intéressant parce qu'il est maghrébin. C'est-à-dire qu'il vient d'un pays très lointain que Tamerlan ne connaît pas. Et donc Tamerlan est intéressé simplement par le fait que quelqu'un lui parle du Maghreb. Et puis il essaye de se rendre intéressant aussi en lui exposant sa théorie, mais en traduction et en 5 minutes, c'est difficile. Hein. Donc il lui dit en gros que ça faisait longtemps qu'il attendait. Ça faisait longtemps qu'il attendait parce que, et ça c'est vrai, ça il l'a certainement pensé, jamais dans le cours de sa vie il n'avait vu une telle puissance tribale rassemblée entre les mains d'un même homme, et cette puissance tribale extraordinairement destructrice présageait un grand empire. Parce que, vous avez compris, l'idée fondamentale finalement d'Ibn Khaldoun, c'est que c'est la même violence qui détruit les villes et qui les recrée. Hein, c'est la violence qui crée les États, mais c'est surtout cette violence qui métabolise, qui se transforme ensuite de génération en génération en civilisation, en raffinement, en pensée, en art, etc. C'est la violence qui fait avancer l'humanité. Et donc, plus un peuple est sauvage, barbare et violent, et plus il a de chances de constituer un État, un grand État, enfin je veux dire une grande civilisation. C'est pour ça qu'il écrit ces pages très étranges qui lui sont encore aujourd'hui reprochées dans le monde arabe parce qu'on ne le comprend pas, sur la barbarie des Arabes. C'est une conséquence. Si les Arabes ont construit le plus grand empire du monde, c'est qu'ils devaient être le peuple le plus sauvage du monde, puisque c'est le plus sauvage qui construit ou qui finit par donner le plus civilisé. Hein, c'est le plus sauvage qui a la puissance militaire, la puissance guerrière la plus grande, et donc c'est le plus sauvage qui construit l'empire le plus vaste, et donc c'est le plus sauvage qui finit par donner la civilisation la plus raffinée. Donc puisque les Arabes ont donné un si grand empire, c'est qu'il a fallu qu'ils soient très très sauvages. Et alors évidemment, quand il dit « donc ils étaient très très sauvages », là évidemment les Arabes d'aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein, ne l'acceptent pas du tout parce qu'ils comprennent pas à quoi vise ce raisonnement. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la théorie est toujours valable ? Et on peut se demander si elle ne le redevient pas. C'est quand même terrifiant. C'est terrifiant. Oui, non, c'est ce que me dit ma fille tous les jours. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle est devenue complètement khaldounienne et elle me dit ce monde est atroce. Mais parce que pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à comprendre, plus j'avance en âge,
pourquoi, alors que l'espèce humaine a fait des tas de progrès techniques, médicaux, scientifiques, etc., que précisément la violence semble rester le moteur principal. Vous y êtes. Oui. Pourquoi oui, allez-y. Moi, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup d'ici, entre nous, ont dû regarder quand le premier homme est allé sur la Lune. Oui, j'y étais. Non, pas sur la Lune, mais devant la télévision. On voit la fusée monter à un moment, et à un moment, la caméra se retourne et on voit la Terre. Ouais. Et on voit la Terre qui recule, et qui devient une espèce de pichenette dans l'univers. Et moi, je sais, et j'ai pas été seul, on a été beaucoup d'amis à l'époque, etc., où on s'est dit, ça va changer le monde, parce que ça, on le savait avant, mais parce que tu sois de ce côté-là de la rivière, ou de la montagne, ou du fleuve, ça n'a plus de sens aujourd'hui. On est vraiment des fourmis sur une bande transporteuse, si j'ose dire. D'accord, mais on est fourmis, voilà, c'est ça. Je crois qu'on a été nombreux à ce moment-là à se dire ça va changer notre vision. Oui, j'ai dû penser la même chose. Oui. Et absolument. Ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé parce que, en fait, oui, vous avez dit les choses, je crois, tout à fait essentielles. C'est que peut-être notre grande illusion, mais c'est Pascal, c'est de penser qu'on peut éradiquer la violence. C'est-à-dire que vous éradiquez la violence dans les sociétés sédentaires et avec l'approbation de l'État, de l'institution publique et collective, mais vous accroissez la dénivellation avec ceux chez qui la violence n'a pas été abolie et pour qui, à ce moment-là, ces gens non seulement désarmés physiquement, mais surtout désarmés psychologiquement, qui sont quasiment des non-violents. Nous sommes quasiment des non-violents par excellence. La tentation est immense. Non seulement la tentation c'est qui veut faire l'ange fait la bête, c'est tout. Et la civilisation, c'est faire l'ange. Et dans une certaine mesure, nous faisons la bête. C'est-à-dire, c'est un phénomène très récent. Dans le monde, on va l'appeler démocratique au sens de Tocqueville, puisqu'il n'est plus là, au sens de Tocqueville, c'est-à-dire le monde des masses, des 19e, 20e siècles. Chacun était armé, ou presque, enfin, j'allais dire intellectuellement armé, puisque les peuples étaient le cas échéant armés, les deux guerres mondiales l'ont montré. C'est une évolution relativement récente, notre désarmement. Mais j'ai l'impression que c'est une évolution très, très profonde, tout simplement parce qu'elle correspond à une poussée dont je dirais qu'elle est au-delà même du christianisme ou du bouddhisme. Il y a des religions plus profondément pacifiques que d'autres. L'islam n'est pas nécessairement la plus pacifique, mais même dans le monde musulman, aujourd'hui, la sédentarisation, comme dirait Ibn Khaldoun, est très très profonde. C'est-à-dire le désir de paix dans les majorités est très très profond. Mais justement, la dénivellation avec ceux qui ne partagent pas ses morales et ses pratiques est d'autant plus forte. Je veux dire, disons-le franchement, parce que je le pense tous les jours, parce que j'ai quand même fait 14 ans de secondaire, d'enseignement dans le secondaire avant de passer à l'université presque à la quarantaine. Je vois très bien pourquoi des jeunes gens partent pour la Syrie. Je vois très très bien. Au-delà même, il y a l'islam, bien sûr, mais au-delà même de l'islam, je vois bien qu'il y a chez beaucoup de garçons dans notre société une forme de désir de violence, de filles aussi d'ailleurs, maintenant. il y a une forme d'égalité qui s'est instituée, une forme de désir de violence que notre société ne satisfait pas du tout. Écoutez, entre l'immense romantisme de la guerre, parce que quand même, quand vous avez 18 ans et que vous avez tout raté dans vos études, la guerre, c'est quand même autre chose. Et la conseillère principale d'éducation, qu'est-ce que vous choisissez? Qui vous dit, Brahim, quel est ton problème?
Et vous restez... Ton problème c'est toi, mon problème c'est toi, tu vois. Bon, j'ai envie de foutre le camp, tu vois. Oui, changer d'atmosphère, comme dirait l'autre. Dans son second volume de dégagement, Régis Debray dit exactement la même chose. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Alors c'est pas des majorités qui partent. Ce seront jamais des majorités, justement. Ceux qui prennent les voies de la violence ne sont jamais des majorités dans le système khaldounien. Ce sont toujours d'infimes minorités. C'est-à-dire qu'il faut peut-être séparer ce qui est la violence, qui est, telle que vous la décrivez, une force presque institutionnelle, et l'agressivité individuelle, qui là est je vais dire un instinct, c'est pas un instinct, mais une composante individuelle. L'agressivité, on ne peut pas l'enlever comme ça, puisqu'on est né comme ça et que vous ne changera jamais. Voilà. La violence, elle peut se canaliser dans un système comme celui-là. Mais si on laisse un peu partir, l'agressivité va imposer la violence. Voilà. Ouais, tout à fait. Chers amis, il va falloir... Merci.